J'ai la chance d'avoir fait un doctorat en informatique, notamment dans les réseaux distribués. En l'occurrence, on crée des stratégies d'alliance entre les domaines pour garantir la qualité du trafic. Et aux alentours de 2010, 2011, 2012, dans tous les laboratoires cryptographiques de France et de Navarre, ont tombé effectivement sur ce genre de technologie qui est des bitcoins. Donc on avait un peu étudié la question, comme la très très grande majorité des gens, malgré les armes intellectuelles techniques, on se dit c'est peut-être une farce, c'est trop beau pour que ça puisse marcher. Donc on a le paradoxe d'avoir le pays avec les meilleurs ingénieurs, des gens qui buildent, qui construisent effectivement des protocoles, avec une reste de la population plutôt méfiante. Et ben en fait ils sont quasiment tous américains, ils sont tous indexés sur le dollar. Bah ça c'est une défaite. C'est-à-dire que dans une nouvelle technologie, on parle en dollars et en euros et en yens et en d'autres devises, bah c'est un énorme échec, puisque globalement, quand les auditeurs comprennent bien que quand ils vont investir en crypto, si à un moment donné ils veulent se hedger, ils vont repasser en stablecoin, ils vont repasser en monnaie fiat qui pour le coup a tendance à être beaucoup plus stable, et ils vont le faire en dollars. Donc en fait les investisseurs, les traders qui tradent de la crypto en France investissent dans du dollar alors qu'ils pourraient investir sur de l'euro. Ben, c'est pour moi un échec, c'est une défaite immense pour l'euro. Si vous voulez que quelqu'un s'intéresse à du bitcoin, vous en avez que lui en offrir une petite somme. Vous lui offrez 20 € de bitcoin, il va se retrouver ça dans ses mains numériques, il va se retrouver avec ça et puis il va pas forcément se poser la question de savoir ce que c'est. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Daniel Villamontero, directeur pédagogique d'Alira, l'école blockchain, et auteur de la bande dessinée Alice au pays des cryptos, sortie en 2023 et rééditée en 2025. Ensemble, on va parler de pédagogie, de Bitcoin, de NFT, d'investissement, avec du recul et un esprit critique. Merci d'être avec nous, Daniel, bonjour. Merci à vous. Comment vas-tu ? Très bien, très bien, la journée est agréable. Super. Merci d'être là. Merci pour cette bande dessinée Alice au pays des cryptos qui est disponible et éditée aux éditions du Faubourg. Tout à fait. Et disponible dans toutes les bonnes librairies, tous les bons. Vous pouvez les gronder si elles n'y sont pas. Vous pouvez aussi les retrouver à la bien. Fnac, Amazon, sur les grandes listes de distribution. Donc tu es directeur pédagogique d'Alira, qui est une école blockchain. C'est ça. Quand et comment es-tu entré dans l'univers de la blockchain et des crypto-monnaies ? Alors ça s'est passé en 2 épisodes, comme assez souvent quand on rentre dans ces écosystèmes-là. J'ai la chance d'avoir fait un doctorat en informatique, notamment dans les réseaux distribués. En l'occurrence, on crée des stratégies d'alliance entre les domaines pour garantir la qualité du trafic. Et aux alentours de 2010, 2011, 2012, dans tous les laboratoires cryptographiques de France et de Navarre, ont tombé effectivement sur ce genre d'anecdotes technologiques qui est des bitcoins. Donc on avait un peu étudié la question, comme la très très grande majorité des gens, malgré les armes intellectuelles techniques, on se dit c'est peut-être une farce, c'est trop beau pour que ça puisse marcher. Et je ne me suis pas intéressé plus que ça. Le deuxième épisode avec les cryptos et Bitcoin, ça a été un peu pendant la période du Covid. Comme énormément de personnes, j'ai trouvé 2 choses qui manquaient énormément, c'est du temps et aussi de l'envie d'explorer un peu plus loin. Et donc je me suis beaucoup plus intéressé à la question. Et je me suis notamment formé à d'autres techniques de développement. J'étais développeur Symfony au départ. Et je me suis rendu compte que certaines personnes, certains clients en entreprise, en industrie, voulaient en fait pouvoir gérer l'authentification par wallet, c'est-à-dire pouvoir faire en sorte que des personnes puissent se connecter avec les technologies Web3. On en parlera peut-être un peu tout à l'heure, mais ce sont des technologies qui sont liées à Ethereum et à d'autres types de blockchain applicatives. Je suis donc très étonné que des industriels et des professionnels réclament ce genre de technologie à des usages industriels. Donc je m'intéresse beaucoup plus à la question et je découvre Alira et je rentre chez Alira en tant qu'apprenant, en tant que développeur Web3 au départ. Je suis fasciné par la technologie, les possibilités qu'elles apportent, les profils très variés et très divers des personnes qui rejoignent cette école-là. La pédagogie mise en place me plaît beaucoup. Il s'avère que pendant de très nombreuses années, j'ai travaillé dans l'enseignement. Ça fait 20 ans que je travaille dans ces secteurs-là et je propose très naturellement ma candidature et elle est acceptée. Donc, d'une certaine manière, la première fois, c'est une curiosité un peu ratée. Et la deuxième fois, ça complète complètement mon parcours professionnel et je l'embrasse à plein le corps. D'accord. Et qu'est-ce qu'on y apprend alors chez Alira ? Quel type de profil viennent apprendre Bon, on y apprend beaucoup de choses. À l'époque où je suis arrivé, l'école était spécialisée dans les technologies blockchain. Alira a été fondée en 2018 et les premières promotions sont arrivées en 2019. À cette époque-là, il n'y avait quasiment pas, je veux me dire, pas de formation liée aux technologies Web3. Donc pour celles et ceux qui nous écoutent, les technologies Web3 sont les technologies qui font du web, mais en utilisant les cryptos
et notamment l'infrastructure qui permet de stocker les registres qu'on appelle les blockchains. Depuis quelques années aussi, on s'intéresse aux intelligences artificielles pour deux raisons. La première, c'est qu'on est technophile par nature. La deuxième, c'est que parmi tous nos anciens et qui ont des profils très variés, on en parlera tout à l'heure, globalement, ils sont aussi très technophiles et ils sont très rapidement intéressés à la question. Pour revenir un tout petit peu sur le type d'apprenants qu'on a, c'est une moyenne d'âge de 40 ans. Nous avons clairement tous les profils. Des profils techniques qui veulent, comme moi au départ, qui se sont intéressés sur le développement Web3, et on a l'équivalent aussi pour le développement sur les technologies IA. Et nous avons aussi des personnes qui sont plus sur de la chefferie de projet, sur du consulting, donc des personnes en fait plus managériales, plus de conception de produits, que ce soit marketing, juridique ou directement conceptuel et applicatif. Donc pareil, l'équivalent blockchain, l'équivalent intelligence artificielle, qu'on appelle les parcours consulting IA, et une spécificité qui nous vient du dernier bull run, qui a cristallisé suffisamment de savoir pour permettre un parcours dédié, c'est la certification et le parcours de finance décentralisée. Donc qui intéresse un peu plus, j'imagine, les lecteurs ici, savoir utiliser les cryptoactifs et pouvoir obtenir du rendement à partir des cryptoactifs, parce que les cryptoactifs peuvent générer du rendement. Ce ne sont pas des actifs plats. Globalement, les 3 derniers parcours que j'ai cités liés à la blockchain ont 3 certifications reconnues par le ministère du Travail, donc par France Compétences. Ce qui est pour nous une des plus grandes victoires d'Alira. C'est pas seulement d'avoir été pionnier à faire les premières formations liées à ces technologies. Il y en a des centaines, des écoles comme ça partout dans le monde, aux États-Unis et ailleurs. Ça a été surtout de compléter le répertoire spécifique de France Compétences, de compétences professionnelles liées au Web3. C'est-à-dire que le ministère du Travail admet que ces compétences sont reconnues et nécessaires pour le marché. Donc vous formez des développeurs, formez des chefs de projet. Ouais. Des consultants, des managers, des gens qui peuvent s'occuper de la conformité juridique. Nous avons beaucoup de personnes qui sont issues du monde bancaire. Il faut voir que 80% des apprenants qui rejoignent l'IRA sont en activité professionnelle. Et ils ont des cours du soir. Donc ils ont une quantité de vidéos préenregistrées avec les bases, la théorie, tout qui va là-dessus. On est aux alentours de 40 heures de vidéo. Puis après 80 heures de face-à-face pédagogique, le soir de 18h30 à 20h30, à peu près tous les jours de la semaine. Les lundis, j'anime un talk à l'IRA, je fais venir un acteur de l'écosystème. C'était Eric Larchevêque, qu'on a eu l'honneur d'inviter il y a quelques jours. Et parallèlement à ça, ce sont des professionnels en activité qui vont avoir par groupe, comme ça, les parcours le mardi, le mercredi, le jeudi soir, le vendredi soir. On leur laisse tranquille pour qu'ils puissent regarder leur famille près d'eux. Et est-ce que il y a un côté incubateur de projet ou pas du tout ? Alors, on accompagne les projets et on les aiguille vers des structures qui sont totalement spécialisées là-dessus. Notamment Cube 3 et la mine à Lille. Enfin, il y a plusieurs structures d'incubation, d'accélérateurs qu'on connaît très très bien. Ils connaissent très très bien l'IRA, puisqu'on est un peu le phare au milieu de la nuit. Et globalement, on a des partenariats très élaborés avec eux qui font qu'on leur recommande en fait les meilleurs projets. Chacun son métier, j'ai tendance à dire cela. Il y a apprendre les technologies, les prendre en main et monter sa start-up, c'est tout un autre art. Et on laisse les grands savants de cet art-là le pratiquer. Alors on va peut-être mettre les pieds dans le plat directement, mais il y a une effervescence du développement à la fois IA et peut-être aussi Web3, beaucoup je pense en France, puisqu'il y a un certain nombre de Français qui détiennent de la crypto-monnaie, pas forcément impliqués dans des projets ou quoi. Tout à fait. Et d'un autre côté, un État français qui peut-être est encore un peu frileux autour des crypto-monnaies, qui comprend peut-être pas encore comment c'est et qui met des impôts encore... l'État français, enfin on va dire l'appareil d'État français, parce que l'État ça veut pas dire grand-chose, mais on va dire l'appareil d'État français, en fait a une histoire compliquée avec la technologie, mais depuis toujours. On a eu, à l'époque d'Internet, pour ne revenir qu'à là, on a eu les meilleurs ingénieurs, Louis Pouzin, qui étaient les meilleurs ingénieurs de commutation de paquets, donc en fait, ce qui étaient les technologies nécessaires pour créer Internet. On a les meilleurs mathématiciens, les meilleurs cryptographes, les algorithmes post-quantiques les plus performants aujourd'hui sont de fabrication française, si j'ose dire ça comme ça. Donc on a vraiment des talents, et parallèlement à ça, on a un appareil d'État qui a toujours été très prudent au niveau de la technologie, visualisant les risques, peut-être le droit romano-germanique qui fait qu'on est un peu comme ça, alors que les pays anglo-saxons sont plus à se dire on va laisser faire et puis s'il faut juger derrière, on verra. Donc il y a toujours eu ce rapport à la technologie en France qui est un tout petit peu particulière. L'IA, on va mettre ça un peu de côté, mais la crypto a un rapport très particulier avec l'État français, puisqu'il s'attaque en fait à 3 grands piliers, qui est la monnaie, qui sont des institutions relativement centralisées. Le réseau bancaire français est quand même composé de grands groupes. C'est assez centralisé, le réseau bancaire français. Parallèlement à ça, il y a aussi le fait que on est sur des technologies qui sont open source, donc ils sont très difficilement contrôlables, notamment
On peut parler par exemple de Bitcoin, on ne connaît pas le créateur de Bitcoin. Bitcoin n'est pas une entreprise. Et ça, c'est quelque chose en fait qu'on a très peu de mal à comprendre d'un point de vue paradigme. C'est que tout pouvoir a envie de pouvoir contrôler un objet, donc soit contrôler des personnes, soit contrôler une entreprise. À partir d'un moment donné où on a un objet qui est un protocole qui ne peut pas être contrôlé, forcément, c'est pas toujours vu d'un bon œil parce que ça peut toujours échapper des mains. Et donc oui, il y a ce petit côté un peu particulier avec le gouvernement français. Il y avait notamment le rapport de Bimstamp de 2023 qui avait décrété que on va dire la population française en général, il n'y a pas que l'appareil d'État qui est comme ça, mais la population française était parmi la plus méfiante au monde par rapport aux crypto ou aux NFT. Dans d'autres pays, en fait, ces technologies étaient abordées avec beaucoup plus, on va dire, de légèreté. Moi, je sais que, par exemple, quand je discute avec des Anglais, on peut parfaitement discuter de Web3 et d'IA de crypto. Ça ne fait pas débat, ça ne fait pas engueulade à table. Pourtant, il y a pas mal, en effet, d'événements autour du Web3, autour de la crypto en France qui se font, peut-être pas, en effet. C'est un des grands paradoxes. On en parlait tout à l'heure, en ce qui concerne la finance centralisée, la DeFi. Les plus grands protocoles DeFi au monde comprennent beaucoup de Français dans leur équipe, notamment AAV qui possède en fait beaucoup de Français. Donc on a le paradoxe d'avoir le pays avec les meilleurs ingénieurs, des gens qui buildent, qui construisent effectivement des protocoles, avec une reste de la population plutôt méfiante et un appareil d'État qui est de moins en moins méfiant. Avouons-nous un tout petit peu. On a eu une communication il n'y a pas très longtemps d'Alexandre Tachenko avec notamment aussi Sébastien Gouspillou qui avait été invité à l'Élysée pour aborder effectivement les questions de minage et l'éventuelle exploitation de l'énergie nucléaire française dans le minage du Bitcoin. Ce que les Américains et d'autres pays, le bout de temps, enfin des tas de pays ont commencé à faire sans aucune question. C'est une industrie énergivore, on a de l'énergie, de l'excédent électrique, on l'utilise comme une industrie quelconque, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça. En France, on commence à faire ce chemin-là. C'est-à-dire que globalement, et puis même le fait que de plus en plus d'experts liés au Web3 et à l'IA se font inviter dans des médias généralistes. Alors là, c'est un peu particulier parce qu'on est dans un média qui est lié à la finance, donc nous inviter pour de la finance centralisée, c'est tout à fait normal. Mais ça se fait de plus en plus. Donc j'ai tendance à dire que la glace du mur fond. Les certifications d'Alira en est la preuve. Le ministère du Travail accepte ses compétences comme étant réellement professionnelles. Donc on commence, à mon sens, peu à peu à voir le bout du tunnel. On peut espérer alors peut-être une réserve de Bitcoin en France, peut-être un stablecoin français, peut-être. Peut-être. Stablecoin européen, ça aurait été très merveilleux, puisque globalement, là, pour revenir à ce sujet important, quand on parle aujourd'hui de stablecoin, on devrait dire plutôt de stable token, mais bon, on en parlera peut-être un jour. En fait, ils sont quasiment tous américains, ils sont tous indexés sur le dollar. Ça, c'est une défaite. C'est-à-dire que dans une nouvelle technologie, on parle en dollars et pas en dollars et en euros et en yens et en d'autres devises. C'est un énorme échec, puisque globalement, quand nos auditeurs comprennent bien que quand ils vont investir en crypto, si à un moment donné ils veulent se hedger, ils vont repasser en stablecoin, ils vont repasser en monnaie fiat qui pour le coup a tendance à être beaucoup plus stable, et ils vont le faire en dollars. Donc en fait, les investisseurs et les traders qui tradent de la crypto en France investissent dans du dollar alors qu'ils pourraient investir sur de l'euro. C'est pour moi un échec, c'est une défaite immense pour l'euro. Mais c'est une défaite qu'on a voulu avoir. Alors parlons un petit peu d'Alice, notre chère Alice au pays des cryptos qui tombe dans ce terrier du lapin. De ce terrier numérique, tout à fait. Après donc un héritage, c'est ça, de sa grand-mère. Tout à fait. Donc Alice décide, au lieu d'investir dans la bourse traditionnelle, de all-in, entre guillemets, comme on dit, de tout mettre, de faire tapis sur les cryptos. Tout à fait. Donc ce livre a été édité la première fois en 2023. Oui. Quel prix le Bitcoin était à ce moment-là? Il a pas mal varié. En 2023, il a pas mal varié, mais globalement, on était aux alentours de 30-40K au moment où je rédigeais le livre. Il y a une particularité aussi. Alors pourquoi le all-in, pourquoi la grand-mère? Alice au pays des cryptos, des éditions Faubourg, je l'ai écrite pour une raison très simple. C'est que chez Alira, on a plus de 2000 anciens actuellement. On va bientôt atteindre les 3000 anciens. Dans les 2000, une assez grande majorité, les 3/4 sont plutôt Web3 plutôt qu'IA, puisque les formations étaient plus anciennes. Et en fait, c'est des milliers de chemins de vie différents pour arriver aux cryptos. Vous interrogez, il y a 10% de la population française qui en a aujourd'hui, donc on n'est vraiment pas en train de parler d'un cas marginal. Chacun a une histoire différente. Parfois des histoires très simples. J'étais en repas ou j'étais en soirée avec des amis, ils m'ont convaincu, du coup j'en ai acheté 50 dans telle plateforme, je le laisse là dormir et puis voilà. Donc on va dire c'est des histoires un peu pauvres. Il y a pour le coup aussi des histoires très palpitantes.
des gens qui ont eu quand même des carrières de vie et des chemins de vie qui ont complètement été métamorphosés, des gens qui ont trouvé une forme de voie, qui ont trouvé une forme d'épanouissement professionnel et personnel. Et en fait, ce chemin-là, mon sens, méritait d'être raconté. Et globalement, l'histoire d'Alice au Pays des Cryptos, c'est un chemin initiatique. Et j'ai choisi un chemin comme un autre. Alors, c'est plutôt le chemin de la révolte naturelle chez les jeunes adultes. Elle hérite de sa grand-mère. Il s'avère que sa grand-mère avait combattu Franco, donc elle avait une allergie particulière pour l'autorité injuste. Elle est en conflit avec son père qui bosse dans les assurances, qui lui dit de mettre ça dans les actions. Elle a envie de le contrarier et en même temps faire honneur à sa grand-mère en prenant un actif, on va dire, un peu prenons les libertés, notamment Bitcoin. Elle investit tout sur Bitcoin. Et comme beaucoup de personnes, en fait, qui mettent de l'argent quelque part, si la chose n'a pas été faite avant, ce que je conseille en général, on s'intéresse à l'objet après. J'ai tendance à dire que si vous voulez que quelqu'un s'intéresse à du Bitcoin, vous en avez que lui en offrir une petite somme. Vous lui offrez 20 € de Bitcoin, il va se retrouver ça dans ses mains numériques, il va se retrouver avec ça, et puis il va forcément se poser la question de savoir ce que c'est. Et à ce moment-là, il va s'intéresser à l'objet. Et le chemin d'Alice, c'est un peu celui-là. Elle s'intéresse un tout petit peu à Bitcoin, elle trouve qu'il y a des belles valeurs qui sont portées par Bitcoin, on aura l'occasion d'en reparler. Et elle embrasse l'objet, elle décide d'investir son argent dedans. Et une fois qu'on investit cet argent ensemble, on cherche un peu à rationaliser. Et donc, elle va avoir son chemin initiatique, elle va rencontrer des personnes, elle va changer sa manière de voir le monde, elle va découvrir des paradigmes, et on va rentrer dans ce qu'on appelle effectivement le fameux terrier du lapin. Parce que toutes celles personnes qui effectivement s'intéressent à ces technologies-là, que ce soit Bitcoin, que ce soit les cryptos, que ce soit les NFT et d'autres curiosités, en fait, ont beaucoup de mal après à voir le monde autrement. Parce qu'en fait, ce sont des technologies qui changent des paradigmes. Donc, elles permettent de faire ce qu'on peut faire aujourd'hui, mais différemment, de manière parfois plus ludique, de manière clairement plus sécurisée, de manière plus souveraine. On a tendance à oublier cette chose importante. Et aussi, ça crée un vocabulaire, ça crée une culture, comme la contre-culture Internet au départ. Quelqu'un qui était plus de 2 heures par jour devant son PC, on appelait ça un geek. Aujourd'hui, l'intégralité des gens qui nous écoutent passent beaucoup plus de temps sur leur écran que dans d'autres activités. Et pourtant, ce ne sont pas des geeks rebelles, dangereux. Donc, on est vraiment dans l'émergence d'une nouvelle culture avec ses langages, avec ses codes, et qui, effectivement, modifie un peu nos sociétés. Et alors, le médium de la BD, je pense, est très bien pour raconter ce voyage initiatique. Je suis bien d'accord. Moi, je trouve ça fascinant. J'adore la BD et j'aime beaucoup la crypto aussi. Donc là, c'est vraiment les deux en un. Alors, Alice, elle se confronte rapidement à l'incompréhension de ses proches, de sa famille. Je pense comme beaucoup l'ont vécu dans la crypto. Et ce livre est peut-être même quelque chose plutôt à offrir, comme on peut offrir du Bitcoin, pour faire comprendre à quelqu'un ce qu'on vit soi-même plutôt qu'à soi en tant qu'investisseur. Tout à fait. Alors, pour revenir sur ce détail-là, les éditions Faubourg m'ont contacté au départ. Je n'ai pas fait le chemin initiatique de mon côté d'aller de maison en maison d'édition en disant que j'avais une idée. J'écrivais déjà beaucoup sur les réseaux sociaux, LinkedIn en particulier, Twitter aussi. Et j'avais été repéré par les éditions Faubourg, qui sont venus me contacter et qui m'ont proposé le fait de faire ce qu'on appelle un roman illustré. Donc, c'est une bande dessinée, mais le terme, on va dire, littéraire exact, c'est ce qu'on appelle un roman illustré. Et en fait, j'ai été très rapidement séduit par l'idée, pour la bonne et simple raison qu'une bande dessinée elle a un temps de lecture relativement court. Aujourd'hui, on a énormément de livres qui parlent de Bitcoin, qui parlent des cryptos, qui parlent des NFT, qui parlent de la technologie blockchain, d'un point de vue technique, d'un point de vue opérationnel, donc d'un point de vue très professionnel, parce que ce sont des technologies qui sont aujourd'hui employées massivement, mais parallèlement aussi d'un point de vue financement et investissement. Et en fait, c'est un peu lourd comme lecture. C'est pas le genre de truc qu'on offre à Noël pour des gens qui ne s'intéressent ni à la finance, ni à la technique. Par contre, tout le monde s'intéresse au chemin de vie. Tout le monde s'intéresse aux histoires des personnes. Et en fait, l'idée, c'était justement de créer l'histoire de quelqu'un et de créer une histoire qui peut se lire en 45 minutes dans un long trajet de train, par exemple. Et c'est quelque chose qu'on peut laisser sur une table chez quelqu'un et forcément, il va le lire tôt ou tard. Donc, il y avait vraiment cette idée des couleurs flashy un tout petit peu pour qu'on le voie rapidement. Voilà, une petite bande dessinée comme ça, très agréable et très facile à lire. 2 points qui sont importants. Il y a des schémas pour expliquer techniquement de quoi on est en train de parler, mais ces schémas peuvent être complètement ignorés pour les moins techniques d'entre nous et prendre l'essentiel en fait de ce que veut dire rentrer dans cet écosystème-là. D'accord. Oui, parce qu'en effet, pour beaucoup, les termes de blockchain, crypto-monnaie, je pense que tout le monde associe, en tout cas ça a une idée plutôt bonne de ce que c'est. Mais c'est vrai que la technologie blockchain, la finance décentralisée, tout ça, ça parle peut-être pas à tout le monde. Tout à fait. Comment on pourrait résumer ça à quelqu'un qui n'y s'y est pas intéressé, qui a entendu ces termes de loin?
Oui, on peut aborder les deux termes assez facilement. La première chose, c'est que si on revient un tout petit peu dans l'histoire, parce que chez Alira, j'enseigne par exemple l'histoire de la monnaie, on a tendance à utiliser un mythe, on va dire un peu enfin un mauvais mythe, qui est de dire il y avait le troc, puis on a inventé la monnaie, puis à un moment donné, summum de la technologie, on a inventé les banques. Et en fait, les historiens et les experts du domaine nous expliquent que d'une certaine manière, ça ne s'est pas exactement passé comme ça. C'est-à-dire que les gens ne troquaient pas, les gens avaient ce qu'on appelait la dette sociale. C'est-à-dire que voilà, le chasseur revenait avec le sanglier, le cliché, il donnait la nourriture à tout le monde se rappelait que ce chasseur avait été sympa, et le jour où un faisait des flèches, il donnait les flèches au chasseur. Donc on n'était plus sur de la dette sociale, de la dette mentale, comme on ferait dans une famille, puisque c'était des grandes familles, les tribus et les petits villages. Et puis à un moment donné, en fait, on a l'arrivée des cités, l'arrivée des institutions, et c'est pas la monnaie qui frappe en premier, mais c'est l'argile. Et les premières inscriptions cuneiformes sumériennes sont des registres comptables. On a tendance à oublier que les deux premières choses qu'on a gravées sur de l'os ou du bois, c'est les calendriers, les calendriers lunaires et les comptes bancaires. Ça veut dire qu'en fait, le début, la naissance en fait, de l'échange, c'est une banque. C'est une banque tenue par un script où il tient un registre comptable. Et en fait, une blockchain n'est rien de plus qu'un registre comptable. C'est une technologie d'archivage qui va juste dire telle personne a tant de cryptos et la semaine dernière, elle a envoyé des cryptos de machin à machin. Donc, c'est juste un livre de compte. Donc, quand on parle de thème blockchain, on se dit « Ah, les blockchains, c'est compliqué. » Ben non, les blockchains, c'est un livre de compte. Il s'avère que ce livre de compte est informatisé. Il s'avère que ce livre de compte n'est pas dans un seul ordinateur dans une grande banque. Il est chez n'importe qui. Ça veut dire que n'importe qui peut télécharger le logiciel qui fait tourner la blockchain, prendre le livre de compte à jour et le synchroniser avec tous les autres ordinateurs qui l'utilisent. Et donc, on a comme ça des personnes en fait qui vont tenir un livre de compte qui est synchronisé partout sur Terre, qui du coup est très difficile à falsifier puisqu'il faudrait falsifier l'intégralité des copies, ce qui n'est pas simple. Et globalement, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il y a un système économique qui fait qu'à chaque fois qu'une nouvelle page de ce livre-là est écrite, avec les transactions qui sont faites dans la journée ou dans l'heure ou dans les minutes qui suivent, parmi celles et ceux qui maintiennent le registre, l'un d'entre eux, au hasard, selon des mécanismes de consensus qu'on ne détaillera pas ici, reçoit une petite récompense. Ce qui veut dire qu'en fait, quand on utilise ce registre-là, quand on fait un transfert bancaire, on pourrait imaginer qu'on paye des frais de transaction, par exemple. Là, c'est pareil. Quand on transfère des cryptos dans le monde des cryptoactifs, on utilise en fait des frais de transaction. Et en fait, entre ça, c'est réparti par ceux qui font tenir le système. Alors, ça a un intérêt merveilleux, c'est qu'en fait, on a juste à laisser des gens s'occuper de ce registre qu'on appelle la blockchain pour que ça maintienne. Donc, ça résiste à la malédiction des communs. Pas besoin qu'un État s'en occupe, pas besoin qu'une entreprise s'en occupe. C'est un objet complètement communautaire. Et on parle des objets, aujourd'hui, que ce soit sur Bitcoin, sur Ethereum, on y transfère plus d'argent que Visa. Et il n'y a pas d'entreprise derrière, il n'y a pas d'État derrière. C'est simplement des milliers de personnes qui, dans leur ordinateur, gèrent ces registres sécurisés, qui sont simplement des livres comptables, qui tournent les pages et qui s'activent au fur et à mesure. Donc ça, c'est une blockchain. Et on n'a pas besoin de comprendre plus, on n'a pas besoin d'aller plus loin au final. Ça simplifie assez le débat. En ce qui concerne la finance décentralisée, à partir du moment où on a des livres comptables, on peut automatiser beaucoup de services financiers qu'on connaît aujourd'hui. Prenons un des services financiers les plus simples, c'est le change. Imaginons, voilà, j'ai des dollars, tu as des euros, on va passer par une entreprise qui va pouvoir faire le change. D'accord ? Donc, si par exemple, toi et moi, on a des euros et des dollars, on pourrait créer une petite cabane au milieu de la ville et de se dire, voilà, je mets mes euros ici, tu mets tes dollars là, et puis on fait un taux de change comme ça. Et les gens viennent, et puis il y a deux caisses comme ça qui peuvent être utilisées pour faire le change. Et c'est exactement ce qui se passe dans la finance centralisée. Dans la finance centralisée, crée un programme qu'on appelle un smart contract, qui est un programme automatisé qui peut tenir par registre les données, les cryptos qu'on lui donne, c'est-à-dire qu'il peut avoir la main sur des cryptos qu'on lui cède. On lui cède du Bitcoin, de l'Ethereum, n'importe quel crypto que vous avez pu voir dans le marché, et il va lui-même s'occuper du change. C'est-à-dire qu'on peut interroger ce smart contract, lui donner de la crypto A, on reçoit de la crypto B, et il indexe lui-même son prix. Et donc, en fait, on parle de finance centralisée alors qu'on devrait parler de finance automatisée. C'est des services financiers qui fonctionnent 24 heures sur 24, qui sont complètement sécurisés, qui sont généralement très difficiles à hacker, en tout cas si c'est bien fait, c'est pour ça qu'Alira existe, et qui en fait permettent de faire à beaucoup moindre frais ce que tout le système financier aujourd'hui est capable de faire, puisqu'il y a besoin de personnes pour le faire tourner. D'autres points qu'on peut avoir, c'est notamment du prêt lombard. C'est-à-dire qu'on peut par exemple déposer des cryptos en séquestre, et on a le droit, comme un prêteur sur gage, de récupérer en fait des liquidités qu'on peut utiliser pour autre chose. Et le jour où on fait récupérer ces bitcoins, on redépose cette liquidité et on récupère ces bitcoins comme si on avait laissé nos bitcoins chez un prêteur sur gage.
voilà, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a aussi la possibilité de générer du rendement, la possibilité de faire du change, tout ce qu'on a vu ici. Et en fait, pourquoi les gens vont déposer des cryptos dans un taux de change comme celui-là, qu'on appelle un maker, c'est tout simplement parce qu'en fait, les gens qui vont faire du change vont laisser des frais de transaction, et ces frais de transaction sont distribués vers ceux qui ont déposé l'argent au départ. C'est-à-dire que la finance centralisée, c'est, si j'ose dire, un programme qui permet de mutualiser la liquidité des gens pour leur faire du rendement en proposant des services qui sont automatisés. Et en fait, c'est génial parce qu'en fait, on n'a plus besoin de personne pour le faire. Et ça se fait de manière très, très fluide. En tout cas, pour celles et ceux qui sont un minimum initiés. Et tout ça en toute transparence. Et tout ça en toute transparence. C'est ça qui est un atout aussi de la blockchain, oui. C'est que tout est transparent, contrairement à la finance traditionnelle où c'est un peu plus opaque. Ouais, tout est transparent au centime près. C'est d'ailleurs un des grands mythes, un des grands poncifs qui est abordé avec la crypto. La crypto notamment Bitcoin, a eu une adolescence un peu difficile, puisqu'effectivement, au tout début, c'était relativement peu connu. Et elle a une particularité qui n'est pas un défaut. C'est pas un bug, c'est une feature, comme on dit. C'est qu'elle est incensurable, dans un sens, en général, en théorie et sur les parties natives. Ça veut dire que quand on transfère des cryptos d'une personne à une autre, ce transfert ne peut pas être empêché. Donc forcément, ça intéresse les criminels, un transfert qui ne peut pas être empêché. Il n'empêche tout de même, comme tu l'as très bien souligné, c'est transparent. C'est-à-dire que, comme on l'a expliqué tout à l'heure, la blockchain, c'est un registre qui est distribué partout dans les ordinateurs. Donc en fait, il ne peut pas être caché, puisque si on veut que son registre soit valable, c'est qu'on doit pouvoir le vérifier avec le registre voisin. Donc ces registres doivent être transparents. Alors ce ne sont pas des noms, il n'y aura pas de Daniel à envoyer des cryptos à telle personne, mais ça sera telle adresse, comme une sorte de numéro de téléphone, comme un sorte de numéro de RIB, à envoyer tant de cryptos à tel autre numéro de RIB. Et, bien entendu, tout ce qui est la réglementation stipule, ce qui est plutôt une bonne chose, de faire en sorte que lorsque l'on achète des cryptos et qu'on les dépose sur un RIB, on donne son identité pour que d'une certaine manière, on sache que cette adresse-là, ce RIB-là, appartient à telle identité pour pouvoir effectivement lutter contre le blanchiment et ces choses-là. Mais globalement, d'une certaine manière, oui, c'est assez mauvais comme outil pour... un criminel utilise rarement un réseau transparent pour blanchir de l'argent. Ce n'est pas forcément la chose la plus efficace pour lui. Parce que c'est vrai qu'au départ, quand le Bitcoin a commencé à se faire connaître du grand public, on parlait beaucoup justement de ça alimente la criminalité, le trafic de drogue, etc. Mais ça a été pour tout. Prenons Internet. Internet avait une très mauvaise presse au départ. Extrêmement mauvaise presse au départ. La voiture, l'automobile a eu horriblement mauvaise presse au départ. L'automobile était considérée comme dangereuse, polluante, bruyante. Bon, tout n'est pas faux. Mais parallèlement à ça, elle a été utilisée par des criminels comme la bande à Bono, à l'époque où la police française était montée. Et il y avait des décrets très nombreux qui voulaient interdire l'automobile, parce que vous comprenez, les criminels peuvent utiliser l'automobile. Bah oui, et les criminels utilisent aussi le téléphone portable, Internet et compagnie. La particularité des criminels, c'est qu'ils n'ont pas de scrupules. N'ayant pas de scrupules et ne s'encombrant pas du regard social des autres, en fait, ils prennent ce qui est efficace. Si les cryptos sont utilisés par les criminels, c'est pour la bonne et simple raison que c'est efficace pour transférer de l'argent. Aujourd'hui, je dois envoyer de l'argent à quelqu'un sur Terre, j'utiliserai Bitcoin. C'est en 10 minutes, c'est fiable, c'est finalisé. Je m'en fous que ce soit un jour férié ou pas. Aujourd'hui, le système de transfert de valeur le plus efficace, c'est même pas une geekerie. C'est même pas le fait de se dire que je vais l'utiliser parce que c'est hype. Non, c'est parce que c'est tout simplement l'objet le plus efficace pour le faire. Et alors, Alice ne fait pas que d'investir simplement dans le Bitcoin, parce que j'imagine que beaucoup de gens en France et dans le monde investissent dans Bitcoin, laissent ça sur une clé Ledger, par exemple, pour le sécuriser. Déjà, s'ils font ça, c'est bien. Ouais. Déjà, s'ils font ça, c'est bien. Ils le sécurisent et puis ils l'oublient pendant 5 ans, 10 ans et le laissent fructifier. Mais Alice, elle va rencontrer et rentrer dans ce terrier du lapin et découvrir les NFT, découvrir les autres curiosités. Donc, tout à fait. Sûrement aussi les mêmes coins. Il y a tout un monde, la finance décentralisée, etc. Alors, les NFT, elle achète un Bored Ape, il me semble. Tout à fait, au tout début, dès la sortie. Donc elle a de la chance, elle tombe sur une collection... Elle a doublement de la chance, déjà, elle serre le bon filon, on en parlera tout à l'heure, mais aussi il faut voir aussi que certaines de ces collections ont été quasiment prises d'assaut, et il n'était pas évident, en appuyant même, en cliquant, qu'on arrive à choper un NFT. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de ces NFT, quand ils étaient ennemis, on en parlera tout à l'heure, en fait, il y a beaucoup de personnes qui étaient connectées à la bonne heure, mais n'ont pas réussi à les minter, tellement il y en avait. Enfin, tellement il y avait de personnes qui voulaient. En fait, c'est comme si on était dans une boutique et on se les arrache et on n'a pas réussi à avoir la version collector à beau moment. Victime de son succès. Exactement. Donc ça, c'était en 2021, j'imagine, c'est l'essor des NFT, où vraiment des grosses collections de NFT prennent aussi le grand public. Tout à fait.
rend curieux le public. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup, les NFT sont morts. Qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui, les NFT? À quel prix serait ce Bored Ape aujourd'hui? Alors, je ne vais pas regarder ces derniers temps, et je vais revenir un tout petit peu sur ce qu'est NFT, déjà pour qu'un peu les gens comprennent. Les NFT, c'est une technologie, tout simplement. Ça veut dire que quand on est sur la fameuse blockchain, le fameux registre, la première réponse, c'est de se dire on va écrire des registres comptables. Tant machin d'argent est transféré à telle personne. Mais en fait, ce qu'on peut aussi ranger, c'est une autre type d'inscriptions qui sont très simples, qui est de dire je dessine, je vulgarise, mais je dessine un singe. Ce singe est unique parce qu'il est à telle place dans le livre et on ne peut pas mettre une autre place, on ne peut pas mettre le même singe dans la même place du livre. Et ce singe-là, j'ai défini que c'est un objet de collection. Et en fait, la blockchain est une technologie d'écriture. C'est-à-dire s'il y a vraiment quelque chose qu'on doit retenir, c'est que c'est une technologie d'écriture. Ça, c'est une manière d'écrire dans un registre comptable. Et la particularité, c'est qu'à chaque page, une seule personne a pu écrire à telle ligne, ce qui veut dire qu'il y a une forme d'unicité dans la blockchain. Et on crée d'une certaine manière quelque chose qui mentalement n'est pas évident à comprendre, mais qui est que dans le monde numérique, on peut avoir un objet unique. Voilà. Alors que le monde numérique, comme tout le monde sait, c'est le monde du CTRL-C, CTRL-V. Dans votre disque dur, n'importe quel de vos fichiers, vous pouvez le copier et le coller. C'est pas même la photo de votre petit dernier qui sort de la piscine, elle est unique parce que votre fils vous l'aimez, mais il n'empêche qu'on peut faire plein de CTRL-C, CTRL-V de cette photo. Eh bien, on ne peut pas faire ça. Dans un registre, ça veut dire qu'à tel emplacement, telle ligne, il ne peut y avoir qu'une seule écriture, et c'est ce fameux NFT qu'on appelle effectivement un objet non fongible. Ça veut dire que ce token, ce jeton numérique, cette unité de compte, si on peut l'appeler ça comme ça, elle n'est pas pareille à une autre. Donc chaque pièce de monnaie numérique a un numéro de série qui la rend unique. Et sur cette phase de monnaie, on peut y dessiner ce qu'on veut. Et l'image qu'on a, puisque on a un cerveau préfrontal qui est limité, c'est qu'en fait, l'image qu'on a, c'est l'objet de collection. C'est-à-dire le fameux singe, la fameuse animaux. Mais en fait, on peut y graver ce qu'on veut. On peut y graver une place de concert. On peut y graver un carnet de santé, même si ce n'est pas ce que je conseille. On peut y graver des souvenirs, on peut y graver énormément de choses, du texte, des poèmes, tout et n'importe quoi. Et il s'avère que les images ont été la forme d'NFT qui a gagné en popularité, notamment parce que des courants artistiques s'y sont greffés. Et ils se sont dit, plutôt que de vendre des toiles, je vais vendre des images numériques. Pourquoi pas ? Il y a une autre particularité aussi très forte, c'est que beaucoup d'artistes, notamment les artistes numériques, n'ont pas de support physique. C'est-à-dire, quand on parle des artistes, on peut imaginer des gens qui font des statues, des gens qui font des toiles, des gens qui ont des supports physiques sur lesquels pratiquer leur art. Les infographistes n'ont pas de support physique, ils gravent dans des disques durs, au final. C'est-à-dire que leur art, quand quelqu'un fait de la modé 3D, c'est des octets qu'il est en train de modeler. Donc en fait, il n'y a pas de support physique à un personnage de Pixar. Il n'y a pas de support physique à une musique en numérique. Il n'y a pas de support physique pour plein de choses. Et le NFT est devenu d'une certaine forme ce support physique tellement recherché. Et lors de la période du Covid, il y a beaucoup d'artistes effectivement qui ont vu leur activité être très maltraitée par la maladie. Et par le coup, quand le NFT est arrivé, en fait, c'était une manière différente de pouvoir, comme ça, réinventer un peu leur art. Donc, il y a eu ce mouvement qui a eu lieu. Et en fait, on est retombé sur tous les objets de collection qui ont une certaine forme de folie. Aujourd'hui, que ce soit des CryptoPunks, des Bored Ape ou d'autres collections, on va dire un peu mythiques, c'est-à-dire qui ont vraiment été les plus remarquables, ça vaut encore quand même pas mal d'argent. D'accord ? Et en fait, quand les gens me disent, voilà, comment ça se fait qu'on peut mettre 3 000 ou 4 000 euros dans une image de singe, oui, mais bon, il y a plein de gens qui trouvent aussi débile de mettre 10 000 euros ou 30 000 euros sur une carte de foot de joueur de baseball, quand bien même elle soit dédicacée. C'est-à-dire que d'une certaine façon, la folie spéculative sur des objets de collection est malheureusement ancrée dans des travers humains. Et il y a plein de collections où vous avez des pièces rares qui coûtent une fortune et on pourrait trouver ça tout aussi ridicule. Par contre, la raison pour laquelle les gens sont prêts à payer, c'est parce qu'en fait, ce sont des marqueurs sociaux. Dans l'écosystème Web3, dans l'écosystème crypto, posséder un CryptoPunk ou un Bored Ape, je vais être vulgaire, mais ça a de la gueule. On possède un objet de collection d'une culture un peu particulière. C'est comme si vous possédez une carte de joueur de baseball, pour revenir à cet exemple-là, ou une marque de voiture très particulière, même si cette voiture ne sort jamais du garage. C'est-à-dire que d'une certaine façon, on peut avoir des objets qui valent très cher parce qu'ils représentent un élément de l'histoire, parce qu'ils représentent un bout de l'histoire. Et cette histoire-là, aujourd'hui, elle est vue parfois avec un peu de moquerie.
je ne suis pas persuadé que dans 50 ans, on verra avec le même regard. Donc, il y a aussi cet aspect-là. À côté, c'est évident, on ne va pas se mentir, il y a un aspect spéculatif très fort. Oui, il y a des gens qui l'achètent pour le bon et simple principe qu'ils pensent le revendre 2 fois ou 3 fois plus cher plus tard. Bien entendu, il serait naïf de le penser. Par contre, effectivement, le NFT est mort. On va dire que la fièvre spéculative sur des images qui valent très cher, c'est peut-être un peu mort, je peux l'accorder. Par contre, aujourd'hui, on utilise toujours des NFT pour des usages industriels très classiques. Que ce soit le ticket de ticket de concert ou d'autres types d'usages qui sont transparents. Et d'ailleurs, même beaucoup de personnes qui utilisent aujourd'hui ces technologies-là ne savent même pas que c'est des NFT. Mais c'est la même techno pourtant. Donc il peut y avoir plusieurs applications. Il y a le côté contre-culture, si on a juste envie de collectionner, comme des cartes Pokémon. Ouais. Pareil, il y a 10 ans, on se serait moqué si on avait amassé un certain nombre de cartes Pokémon qui aujourd'hui valent une fortune, multipliées en valeur. Et je me souviens qu'aussi en 2021, pendant cette période vraiment d'essor, il y avait eu pas mal de marques françaises aussi. Je crois qu'il y avait on pouvait acheter un siège à Roland-Garros en NFT, qu'il y avait pas mal de marques françaises qui s'étaient mis un peu dans le truc, tout à fait. Qui sont pas forcément sortis du lot. Et aujourd'hui, donc, c'est ce qu'on appelle les blue chips qui restent encore le haut du panier et qui ont peut-être d'autres applications alors que... Oui, alors il y a pour revenir sur cette affaire en fait, de Lacoste ou n'importe autre grand groupe qui s'y est mis, le Web3 a une particularité, on ne l'a pas abordé, on va l'aborder maintenant, c'est que le Web3, le monde de la crypto, a une particularité assez forte. On a parlé tout à l'heure des ledgers, et je pense que la majorité des gens ne savent pas trop ce que ça veut dire, on va résumer en 2 minutes. Dans ce fameux registre comptable qu'on a vu tout à l'heure, qui écrit dans ce livre-là? En fait, c'est un livre qui est très particulier, c'est un livre qui est cryptographique. C'est pour ça qu'on parle de crypto-monnaie, de crypto-actifs. Ils sont cryptographiquement inscrits. C'est-à-dire que c'est pas un livre, c'est un livre ouvert, c'est un livre transparent, mais on n'écrit pas n'importe comment. C'est-à-dire que c'est pas j'arrive et je dis je te donne un bitcoin et clac clac. Parce qu'en fait, sinon ce livre n'aurait aucune valeur. Parce qu'en fait, n'importe qui pourrait écrire. En fait, quand on écrit dans une ligne, on est obligé de signer cryptographiquement. Et lorsque l'on possède une adresse, c'est-à-dire qu'on a le fameux RIB qu'on a cité tout à l'heure, il faut qu'on ait la clé qui permette d'activer ce RIB-là. Ce qui veut dire qu'en fait, quand je t'envoie des cryptos à toi, c'est que d'une certaine manière, tu as généré une clé aléatoirement, un grand mot de passe dans un énorme espace de mots de passe possible, tellement immense qu'on part du principe que tu seras le seul à piocher le mot de passe que tu as pioché. Et en fait, ce mot de passe te donne accès à un RIB. Et il n'y a que toi qui peux bouger dans le livre comptable les cryptos qui sont à cette adresse-là. Et donc, quand je l'envoie à cette adresse-là, tu les possèdes parce que tu as ce fameux mot de passe. Donc en fait, pour écrire dans ce registre comptable, il faut posséder ce qu'on appelle une clé privée. Je préfère le terme de mot de passe parce que ça parle un peu à tout le monde. Et en l'occurrence, ce qui est important, c'est que celui qui possède le mot de passe possède ce qui est inscrit dans les lignes de l'adresse en question. Et il peut y en avoir plusieurs. Plusieurs lignes dans le bouquin peuvent pointer sur la même adresse. Bon. Et en fait, quand on parle de Ledger, c'est un dispositif qui permet de garder précieusement ces clés, ces mots de passe, à l'abri en fait des regards indiscrets, puisque quelqu'un qui posséderait le mot de passe peut vous voler les cryptos en quelque sorte. On parle souvent de wallet, donc de portefeuille crypto, parce que c'est le parallèle qu'on utilise tous les jours. En fait, on devrait plutôt parler de porte-clés crypto, parce qu'en fait, ce ne sont pas des feuilles qu'on a, ce sont des clés. Et pour revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, posséder des clés cryptographiques, qui fait que si on perd ces clés-là, on perd tous les actifs qui sont liés à ce qu'on possède, n'est pas quelque chose d'anodin. Alors, c'est quelque chose qui parle beaucoup aux personnes âgées. Les personnes âgées, en fait, elles savent que quand vous perdez quelque chose, vous l'avez perdu. Ça veut dire que si, par exemple, ce sont des gens qui ont conservé de l'or eux-mêmes, ce sont des gens qui ont conservé des Louis et Napoléon eux-mêmes, ils savent que s'ils ont perdu leur Napoléon, ils ont perdu leur Napoléon. Sauf qu'en fait, le numérique nous a donné une très mauvaise habitude, c'est le fameux mot de passe oublié. Moi, j'oublie mes mots de passe tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, quand je me connecte sur une application où je me connecte tous les 2-3 mois, je ne retiens pas les mots de passe parce que je peux toujours cliquer sur mot de passe oublié, je le réinitialise et quand je me reconnecterai dans 3 mois, je dirai mot de passe oublié à chaque fois. Il y a une seule adresse, une seule mot de passe que je n'oublie pas, celui de ma messagerie, sinon je serais bien embêté. Bon. En crypto, je connais très bien mes mots de passe de mes cryptos. Pour la bonne et simple raison que si je les perds, il n'y a pas de mot de passe oublié. Ça veut dire qu'en fait, la blockchain, comme on l'a expliqué tout à l'heure, tout le monde peut l'utiliser, tout le monde peut écrire dessus et personne n'a un contrôle particulier sur elle. Or, s'il y a un mot de passe oublié, ça veut dire que quelqu'un a le pouvoir de réinitialiser votre mot de passe. C'est ça ce que ça veut dire. Et en fait, si quelqu'un a le pouvoir de réinitialiser votre mot de passe, quelqu'un a le pouvoir de vous piquer votre fric. Et donc, par conséquent, personne n'a ce pouvoir-là.
C'est-à-dire que dans une blockchain, personne ne peut réinitialiser le mot de passe des autres. Donc en fait, ça donne une très grande responsabilité. Alors dans Alice et dans mes écrits, je parle d'adulte numérique. C'est-à-dire qu'on est adulte numériquement, ça veut dire qu'on possède un objet numérique et un mot de passe qu'on ne doit absolument pas perdre. Il y a plein de méthodes pour le sécuriser, distribuer des bouts à des personnes de confiance pour pouvoir le reconstruire si jamais vous en perdez un morceau, ou vous pouvez aussi le confier, ce que font la majorité des gens, on ne peut pas leur en vouloir, à un détenteur de compte de tiers, donc un échangeur ou une entreprise qui va garder votre mot de passe. En l'occurrence, ils vont surtout garder vos cryptos. Voilà. Et en fait, cette barrière à l'entrée fait que pour utiliser des NFT, pour utiliser beaucoup de ces technos-là, il faut avoir installé un logiciel avec ces créneaux-là. Donc, il y a une petite barrière technologique à l'entrée. Et c'est d'ailleurs un parallèle qu'on peut très bien faire avec le Web3 et avec l'IA, c'est que l'IA n'a pas de barrière à l'entrée. L'IA, vous allez sur un navigateur, vous avez un chatbot, c'est le truc que vous utilisez tous les jours, quand vous discutez avec des gens en ligne, vous lui posez une question, ça vous répond. Il n'y a aucune barrière à l'entrée technologique. Si le Web3 avait eu pas ces barrières technologiques, il serait utilisé encore plus aujourd'hui que l'IA. Sauf que la particularité qu'on a, c'est qu'on n'a pas l'habitude d'installer un logiciel et de se dire que si on perd ce mot de passe, on perd tout. Et c'est une vraie barrière à l'entrée qui, peu à peu, commence à s'affiner, dans le sens où en fait, les gens se responsabilisent de plus en plus et se disent j'ai envie de posséder moi-même mes actifs et ne pas les laisser à quelqu'un d'autre qui pourrait les posséder à ma place. Donc c'est une question de souveraineté aussi, il faudra l'avoir. Et donc, c'est Ledger dont on parlait, c'est d'ailleurs une entreprise française Tout à fait. C'est toujours le même paradoxe. Et ça ressemble à une petite clé USB qui, au final, ne contient rien, ne contient juste les clés. Les clés qui du peut coffre. être interchangeable à tout moment. Tout à fait. Et qui permet donc de sécuriser ces crypto-monnaies. Disons que c'est une des meilleures solutions aujourd'hui pour... C'est une des meilleures solutions. Donc, c'est pareil, le leader français, le leader mondial de cette capacité de stockage de la clé pour pouvoir écrire dans le registre, qui est authentifique, c'est bien vous, si j'ose dire, est une entreprise française, à Vierzon, donc dans une zone, on va dire, économiquement un peu sinistrée. Donc on est vraiment dans le grand paradoxe français. On est pionnier de ce monde-là sans s'en rendre compte. Alors, je salue ceux de Ledger qui nous écoutent, d'ailleurs, je leur fais la bise. Merci d'avoir créé cette solution qui sauve beaucoup de personnes aujourd'hui. Alors on va parler encore un peu de Bitcoin et des institutions peut-être, puisque Alice part aussi au Salvador, qui est même l'un des premiers pays à avoir adopté le Bitcoin comme monnaie officielle. Ouais, comme monnaie cours légale. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui du Salvador qui a essayé d'adopter le Bitcoin de cette manière? Est-ce que c'était une bonne idée? Est-ce que c'est reproductible sur d'autres pays? C'est un grand sujet, c'est un beau sujet. Pour être très honnête, les grandes majorités des gens avec qui je travaille ont été très surpris. On ne s'y attendait pas. Moi, je faisais partie des gens, je suis plutôt crypto-enthousiaste. Il n'empêche que je ne pensais pas de mon vivant voir un État adopter Bitcoin en cours légal. Et d'ailleurs, on peut même s'interroger sur la question de est-ce que c'est souhaitable que ça le soit, puisque la particularité de Bitcoin, c'est que en fait, ce n'est pas une monnaie qui est imposée par la coercition. Elle n'a pas de cours légal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cours légal? C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de l'accepter. Quand vous avez une monnaie en cours légal, ça veut dire qu'un commerçant est obligé de la saisir. Enfin, il est obligé de l'accepter. Or, en fait, Bitcoin n'a pas ça. Bitcoin n'a pas d'équipe marketing. L'équipe marketing, c'est moi, c'est plein de gens qui en parlent parce qu'ils trouvent l'objet passionnant. Il n'y a pas, en fait, de loi qui vous oblige à l'utiliser. Et d'une certaine façon, pour de très nombreux amoureux du Bitcoin, ça devait être un peu ça. Ça veut dire qu'en fait, Bitcoin, c'est quelque chose qu'on adopte et c'est pas l'inverse. Donc, le fait qu'un État le mette en cours légal et l'oblige à l'utiliser, ça a pas mal divisé la communauté. Moi, j'étais très content que l'expérience ait lieu parce que pour moi, c'est un laboratoire à ciel ouvert et c'est extrêmement intéressant. Il y a plein de freins, naturellement, qui ont empêché Bukele, le président salvadorien, de faire en sorte que l'adoption de Bitcoin soit hégémonique. C'est déjà, la population du Salvador est une population qui n'est pas extrêmement éduquée électroniquement. Enfin, ils ont des smartphones, ils n'ont pas forcément... Tous n'ont pas de smartphone, tous n'ont pas une connexion Internet fiable. C'est pas comme en Chine où c'est... Voilà, on n'est pas dans une population qui est très technophile. Déjà, disons les choses clairement. Néanmoins, on est dans une population qui n'a pas de monnaie à elle. C'est-à-dire que globalement, c'est le dollar américain qui sert de devise au Salvador. Donc, d'une certaine façon, utiliser la monnaie d'un autre était quelque chose dans leur ADN. Donc, que ce soit du Bitcoin ou du dollar, au final, pourquoi pas? Ça, c'est le premier point.
Deuxième point, c'est qu'il y a eu quand même des actions coup de poing de l'État assez fortes, notamment la distribution d'une certaine quantité de Bitcoin, je crois que c'était 30 ou 40 dollars, ou 50 dollars, je ne sais plus, sur des comptes du Chivo. C'est-à-dire c'était des comptes qui étaient maintenus par l'État où tu avais du Bitcoin et on t'avait mis ce qu'on appelle un airdrop, c'est-à-dire une petite quantité de départ, un petit bon d'essai. Alors, beaucoup de Salvadoriens l'ont utilisé pour faire les courses, c'est normal. On en parle dans la liste d'ailleurs. Beaucoup de Salvadoriens se sont intéressés à la question. Beaucoup de Salvadoriens ont continué à l'utiliser. Beaucoup de commerçants continuent à l'utiliser. Alors aujourd'hui, à ma connaissance, le Bitcoin n'a plus cours légal. Au Salvador, il y a une décision du FMI qui a fait pression sur l'État pour qu'il arrête de le faire. Encore aujourd'hui, des tas de gens l'utilisent. Alors il y a une particularité aussi amusante. On dit, oui, du coup, le Bitcoin, c'est un échec au Salvador. Bah non, puisqu'il y a plus de gens qui ont du Bitcoin qu'un compte bancaire au Salvador aujourd'hui. Donc, d'une certaine façon, en quelques mois, le Bitcoin a eu plus de succès au Salvador que les banques en 3 siècles. Donc, est-ce que c'est un échec? Je ne sais pas. Une particularité aussi qui est importante, pour revenir sur le public français, moi, je m'intéresse à Bitcoin parce que c'est un objet politique, technologique, monétaire fascinant. Et j'encourage toute personne à s'y intéresser sérieusement parce qu'en fait, il y a vraiment de quoi manger intellectuellement et de quoi creuser. Néanmoins, pour beaucoup de personnes, ce n'est pas l'intérêt intellectuel qui les motive, c'est simplement le fait que ça marche. Vous allez au Nigeria, la moitié de la population utilise du Bitcoin. Vous allez dans beaucoup de pays d'Asie, accepter du Bitcoin, c'est aussi exotique qu'accepter des dollars ou de l'euro, alors que ce n'est pas leur monnaie à eux. Pour beaucoup de personnes, l'argent, c'est de l'argent. Et en fait, si ça fonctionne, on l'utilise. Et pour beaucoup de gens sur Terre qui n'ont pas d'adresse postale, qui n'ont pas de certificat de naissance, il ne faut pas oublier ça, il est infiniment plus simple de manipuler du Bitcoin que d'avoir un compte bancaire. D'ailleurs, pour eux, il est impossible, pour beaucoup d'entre eux, d'avoir un compte bancaire. Ce qui veut dire que c'est une solution alternative pour des milliers de gens, notamment des milliers de femmes. Et aujourd'hui, par exemple, pour revenir là-dessus, la prix Nobel de la paix plébiscite Bitcoin, en disant qu'effectivement, c'était un merveilleux outil pour l'indépendance financière de tous les genres et de toutes les religions. Donc, on est en train de parler d'un outil qui peut servir à tout le monde, qui n'a pas de parti pris politique. Donc ça peut être très intéressant aussi à étudier socialement. C'est moi ce que je fais avec Alice au Pays des Cryptos, c'est de ne pas voir ça que technologiquement, pas voir ça que financièrement. C'est un objet social fascinant. C'est un objet communautaire où en fait des millions de personnes se sont mis d'accord sur des règles d'échange monétaire qu'elles appliquent en consensus commun. C'est merveilleux. Et d'ailleurs, donc le Salvador a un peu lancé ce mouvement-là, mais depuis cet exemple du Salvador, il y a aussi beaucoup d'institutions qui s'y sont mis. Aux États-Unis, on a eu un président pro-crypto, ils ont fait des réserves de Bitcoin, il y a BlackRock qui a beaucoup investi. Pour moi, c'est le point le plus important, c'est BlackRock. C'est vraiment, j'avais été invité à BFM Crypto justement pour en parler, parce que l'annonce allait commencer à tomber. Pareil, comme le Salvador, je ne m'attendais pas ça de mon vivant. BlackRock, c'est pas n'importe quoi. Enfin, tous celles et ceux qui nous écoutent doivent connaître BlackRock par cœur. Mais globalement, s'ils décident effectivement de mettre un ETF sur Bitcoin, c'est pas pour rien. C'est parce qu'effectivement, Bitcoin a fait la preuve de sa robustesse. Ça veut dire un objet avec effectivement un tel grand mépris étatique, un tel grand mépris journalistique, dont son code a été attaqué tous les jours depuis plus de 10 ans. C'est-à-dire qu'il a fait le crash test de sécurité le plus violent de toute l'histoire de l'informatique. Aujourd'hui, il n'y a rien de plus robuste que Bitcoin, informatiquement. Rien ne s'est fait attaquer autant que Bitcoin. Et en plus, son code est ouvert, ce qui veut dire que s'il y avait la moindre faille, elle aurait été repérée depuis longtemps. Ce qui veut dire qu'on a probablement l'un des coffres forts les plus robustes du monde. Alors, on parle souvent de hack dans la crypto, dans la DeFi. C'est jamais les blockchains en elles-mêmes. C'est jamais Bitcoin ou Ethereum qui sont hackés. Ce qui est hacké en général, c'est le code d'un service qui a été mal fait, qui fait qu'on a pu voler l'argent des clients, mais c'était le code qui avait été mal fait, pas l'infrastructure. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le site est en panne, mais c'est pas Internet qui est en panne. La différence est très forte. Et en l'occurrence, Bitcoin n'a jamais connu, alors sauf au tout début, dans son adolescence, 2 ou 3 petits bugs qui ont été corrigés assez rapidement, mais depuis rien. Et même si aujourd'hui on parle du quantique, il y a des solutions post-quantiques de cryptographie qui peuvent être mises en place quasiment du jour au lendemain chez Bitcoin. Donc en l'occurrence, ce qui est important, c'est qu'on s'est rendu compte que la solution est robuste, que la solution est tout aussi efficace que ce qui existait avant, que ça transporte plus que d'argent que de Visa aujourd'hui, et qu'en fait, il y a des gens qui sont prêts à en acheter de la même manière qu'un or numérique. Un point en fait qu'on peut noter, c'est que, à part quelques NFT un peu farfelus, à part quelques meme coins, effectivement, qui, pour moi, les meme coins, c'est comme les NFT, simplement qu'en fait, ils ne sont pas numérotés.
Globalement, on les achète pour faire. C'est comme si vous achetez des t-shirts à l'effigie de quelqu'un. Les gens qui ont acheté, par exemple, les mêmes coins de Trump ou de n'importe qui, c'était une manière de lui filer de l'argent. Disons les choses clairement. C'est-à-dire qu'en fait, on achète une monnaie à l'effigie de notre héros, de ce qu'on aime bien ou de quelque chose qui nous amuse, de manière spéculative, mais aussi parce que c'est une manière d'avoir un objet de collection aussi comme un autre. Bon. Et en l'occurrence, par rapport à ça, nonobstant ces objets-là, et ils sont nombreux, l'écrasante majorité des autres objets, surtout Bitcoin, ont une véritable utilité. Quand les gens Bitcoin disent Bitcoin, ça sert à quoi ? Bitcoin, ça sert à transférer de l'argent à quelqu'un sur Terre en 10 minutes de manière incensurable. Poutine dit que c'est génial, Trump dit que c'est génial, BlackRock dit que c'est génial, ça marche, ça fonctionne, point. Donc ça a une utilité, transférer de l'argent à quelqu'un sur Terre au bout de la planète, au bout de 10 minutes, de manière sécure, fiable et incensurable, ça a énormément de valeur, surtout vu comment notre société et les conflits commencent un peu à se cristalliser. Donc oui, c'est un objet qui est utile, donc les gens achètent ce qui est utile. En plus, c'est un objet, notamment en ce qui concerne Bitcoin, limité à 21 millions par consensus, fort probable que ça ne changera pas d'ici quelques années. Donc en fait, c'est un objet qui ne peut gagner que de la valeur. Parce qu'en fait, tout ce qui est limité par définition et qui est recherché économise de la valeur. C'est quelque chose d'assez liquide. Vous n'avez aucun problème à revendre du Bitcoin du jour au lendemain. Vous pouvez revendre du Bitcoin infiniment plus facilement que revendre un lingot d'or. Voilà, donc à un moment donné, on a quand même pas mal d'objets. Ce n'est pas un objet parfait. C'est un objet qui est très intéressant. Et pour revenir là-dessus, ce qui est le plus fascinant, c'est la manière avec laquelle son histoire est irreproductible. On ne pourra pas refaire la même histoire que Bitcoin, on ne pourra pas avoir le même objet. Et la manière avec laquelle elle a été construite, c'est une véritable farce à l'humanité. Qui aurait pu croire que cet objet-là arriverait aujourd'hui là ? Et personne n'y a cru. On parle par exemple de la personne en Ledger qui dépose dans Ledger pendant 5 ans et qui après se rend compte « Ah, ça a augmenté de valeur, je le vends ». On se dit, les gens qui auraient acheté du Bitcoin il y a 15 ans, 10 ans, aujourd'hui, ils feraient x 1000, x 10 000, x 100 000. Personne ne fait un x 100 000. Quand on fait un x 100, tout le monde ici le sait, on revend, personne ne garde un x 100. Donc en fait, qui aurait pu croire que quelque chose qui ne valait même pas $1, aujourd'hui, ça monnayait aussi cher ? Et peut-être, je n'ai pas de boule de cristal, mais peut-être que ça se monnaiera de plus en plus cher. Parce que ça a une véritable utilité, c'est une forme de monnaie internationale qui n'obéit pas d'État. Donc c'est intéressant. Et un minimum, c'est intéressant. Et est-ce qu'on peut s'inquiéter justement de la main basse que les États sont en train de faire ? Est-ce qu'il y a assez de Bitcoin pour que ça reste décentralisé, que ça reste un peu, parce que c'était un mouvement un petit peu punk au début, on en parlait tout à l'heure. Tout à fait. Est-ce que maintenant que justement toutes les institutions sont dessus, que les grosses banques s'en emparent, est-ce que ça peut perdre un peu de cet aspect-là ? Alors, il y a pareil, encore une fois, la communauté est très divisée. Alors, il n'y aura pas assez de Bitcoin pour tout le monde, oui. Il n'y a pas assez de tonnes d'or pour tout le monde, hein, mais il y a assez de petits grammes d'or pour tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que un Bitcoin est extrêmement divisible en 10 puissance 9 unités. Aujourd'hui, par exemple, vous achetez Alice en Satoshi, de mémoire, c'est aux alentours de 20 000 Satoshi. Donc, ce n'est pas 20 €, c'est 20 000 l'unité de Bitcoin, donc, qui est le Satoshi. L'unité de Bitcoin n'est pas le Bitcoin, c'est Satoshi au final. Et donc, en l'occurrence, on peut aller encore loin avant qu'il n'y ait pas assez de Satoshi pour tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est le centime au 10 puissance 9 près du Bitcoin. Donc, en fait, il est très divisible. Et en fait, cette division qui est le Satoshi, elle est modifiable par consensus. C'est-à-dire, demain, on pourrait dire qu'il y a le micro-Satoshi, le millénium de Satoshi. C'est-à-dire qu'on peut découper cette pièce d'or numérique au point de vue atomique aussi petit qu'on veut. Donc, en fait, il n'y a pas de... Le Bitcoin va valoir de plus en plus cher, mais même si la pièce vaut de plus en plus cher, on peut la couper en petits grammes et au final, un petit gramme de pièce d'or suffirait à acheter son pain et ce n'est pas un problème. Par contre, il y a une véritable question qui est en fait l'accaparation effectivement des institutions. Moi, j'ai tendance à dire que c'est une bonne chose parce qu'en fait, d'une certaine manière, c'était inévitable. D'ailleurs, ça avait été prévu par les fans de Bitcoin dès les premières heures. Et attendu. Satoshi l'avait prévu, Al Finney, enfin toutes les personnes en fait qui discutaient de Bitcoin au tout début dans des forums où il y en avait 5 à parler sur Terre, avaient dit à un moment donné, ça pourra finir dans des réserves stratégiques, ça pourrait être utilisé dans des ETF et tout ça. Tout le monde a prévu ça. Donc c'était quelque chose qui devait arriver tôt ou tard. Si j'étais un peu provoquant, je dirais que oui, Bitcoin a réussi puisqu'il a séduit même ceux dont l'argent est le métier. On est en train de parler des princes d'argent. Donc en fait, les princes de l'argent ont décidé que c'était un objet digne de leur intérêt. Donc Bitcoin a gagné.
c'est bon, fin, game over. Et deviendra donc un actif comme les autres. La particularité après par la suite, c'est tout le reste. Ça veut dire que ce qui est dangereux, c'est pas Bitcoin, c'est ce qu'on vous laisse faire avec Bitcoin. Si vous avez par exemple, si demain vous avez des gouvernements qui disent la détention de Bitcoin est illégale, le problème n'est pas Bitcoin, le problème c'est qu'il y a des gouvernements qui vous empêchent de posséder des choses, ce qui n'est pas bien. Mais on a connu ça, on a connu des gouvernements américains qui avaient demandé à leur population de ramener leur or parce que voilà, la détention d'or en compte propre était illégale. Donc dans un monde où on ne sait pas de quoi nos gouvernements seront faits, on ne sait pas si les barrières démocratiques tiendront, c'est sympathique peut-être aussi d'avoir un objet qui n'obéit pas aux États, mais qui obéit à ce qu'on veut qu'il fasse pour nous. Donc d'une certaine façon, plus les institutions deviendront dangereuses, plus Bitcoin aura de l'intérêt. La particularité qu'il va y avoir aussi, c'est que par exemple des États pourront avoir des capacités de minage immenses. Ça veut dire que globalement, comme on l'a expliqué tout à l'heure, quand on devait valider ces fameux livres de Bitcoin, il fallait valider ces pages. Et en fait, pour Bitcoin, il y a une particularité, c'est que pour valider les pages, il faut dépenser beaucoup d'énergie avec des clés cryptographiques pour que la page soit la plus difficile à falsifier possiblement. Voilà. On veut que la page soit très difficile à falsifier. Et donc, par conséquent, pour qu'elle soit très difficile à falsifier, il faut qu'elle soit très difficile à faire. Voilà, on va résumer les choses comme ça. Et ce très difficile à faire, c'est beaucoup d'énergie. C'est-à-dire, c'est faire beaucoup de tests aléatoires pour tomber sur une page qui a des propriétés. Il y a les transactions, mais il y a des problèmes cryptographiques autour qui font qu'il faut en tirer beaucoup pour tomber sur une qui a des bonnes propriétés. Voilà. Et ça demande énormément d'énergie. Ça veut dire qu'en fait, celui qui possède beaucoup d'énergie pourrait posséder Bitcoin. Donc, on pourrait imaginer qu'un jour, les États investissent suffisamment d'énergie pour en fait, quand ils valident les pages, retirer les transactions qui les dérangent. Et se dire, bah, par exemple, cette personne-là qui a telle adresse, je sais que c'est un opposant politique, je vais faire en sorte que ce transfert bancaire ne fonctionne pas. Bon. J'aurais tendance à dire aussi que quand on a un opposant politique, il est très facile aujourd'hui de bloquer ses transferts bancaires. Donc au final, on a le même problème qu'aujourd'hui. Donc, bon. Mais il n'empêche tout de même qu'il y a beaucoup d'études, notamment celle de Michel Kazaka et de beaucoup de professionnels de l'écosystème avec moi, qui montrent que ce n'est pas si simple que ça. Parce que même si en fait on peut retirer la personne de cette page-là, tôt ou tard, quelqu'un qui n'est pas en accord avec l'État en question validera une page où la transaction de cet opposant politique pourra passer. Et il faudrait refaire tout l'historique pour contrecarrer cette page-là, et c'est pas si simple à faire quand même. Donc en fait, le système a été quand même conçu pour être très robustant à une autorité injuste et obéir à des règles très humaines et très libres en fait. Donc j'ai confiance dans sa robustesse. Par contre, j'ai pas forcément confiance qu'un État à bout, retranché dans ses murs, ne devienne pas un peu agressif par rapport à ceux qui possèdent l'objet et ceux qui utilisent l'objet. L'État ne pourra rien contre Bitcoin. Par contre, l'État peut s'attaquer aux personnes qui ont du Bitcoin. C'est très différent. Alors, dans ce livre qui, j'imagine, n'est pas présenté comme un conseil en investissement. Pas du tout. Est-ce que aujourd'hui, Alice ferait un all-in dans le Bitcoin en 2025 ? Est-ce que si aujourd'hui, elle arrêterait de sa grand-mère ? Ouais. Je sais pas. Il y a une particularité, déjà les cycles, même les fameux cycles de bull run et de bear market, que nos auditeurs connaissent assez bien. On dit qu'ils se ressemblent en crypto, c'est pas vraiment vrai, ils sont toujours un tout petit peu différents. Il y a eu un alignement d'étoiles, à mon avis, extrêmement particulier pendant l'époque du Covid, qui a été un alignement qui était favorable pour moi, en l'occurrence. C'est que la première, les gens ont du temps, les gens se sont intéressés, les gens se sont retrouvés avec un peu d'argent de côté, puisque globalement, ils étaient payés et qu'ils ne pouvaient pas dépenser leur pognon comme ils voulaient. Donc, il y en a beaucoup qui ont commencé à investir pendant la période du Covid. Et il y a une particularité aussi forte, c'est qu'il y a eu un effondrement des marchés à cette époque-là, et que le Bitcoin n'était relativement pas. Donc, en l'occurrence, il y a beaucoup de personnes aussi qui s'y connaissaient un peu en investissement, qui se disent, voilà, les bas, on va en acheter un peu. Donc, il y a un alignement qui est curiosité, bon moment pour rentrer dans le marché, un peu d'inquiétude en se disant, si jamais ça dégénère, peut-être que du Bitcoin, c'est mieux que d'avoir un compte en banque. Il y a plein d'ingrédients, en fait, très particuliers qui rendent ce bull run. Je ne suis pas persuadé qu'Alice réagirait de la même manière. Aujourd'hui, même si dans la bande dessinée, j'ai tout fait pour que sa réaction soit un peu spontanée, irréfléchie, un peu colérique. Peut-être qu'elle le referait, oui. Peut-être qu'elle le referait. Je fais partie des gens qui ne vous demandent pas d'acheter Bitcoin. Tu sais, il y a un slogan qui dit « Buy Bitcoin ». Ça existe depuis longtemps, les petites pancartes en disant « Achète du Bitcoin ».
Moi, j'aime pas brandir ce slogan, déjà parce que je ne suis pas qualifié pour faire des conseils d'investissement. Mais par contre, si je devrais porter une pancarte assez forte, c'est Study Bitcoin, étudier Bitcoin. En fait, très peu de gens connaissent ce qu'est la monnaie, savent très peu comment elle est fabriquée. Beaucoup de personnes pensent que quand vous déposez de l'argent, c'est des petits billets qui vont dans un petit coffre avec votre nom dessus. Beaucoup de pensent que c'est indexé à l'or. Enfin voilà, on a une culture monétaire de la majorité des Français, de la majorité des gens du peuple, extrêmement mauvaise. Et en fait, Bitcoin a deux avantages. La première, c'est qu'il vous force à vous intéresser à la monnaie, parce que c'est une forme de monnaie. Peut-être pas reconnue, peut-être pas parfaite, mais en tout cas, c'est une forme de monnaie. Donc, premier point, ça vous intéresse à un objet qui est passionnant. Deuxième point, qui est vraiment le plus important, c'est qu'en fait, vous découvrez un monde extrêmement intéressant qui m'a forcé à écrire une BD et qui fait en fait que beaucoup de personnes qui tombent dedans n'arrivent pas à parler d'autre chose que de ça. Donc, si ce n'est pas l'enrichissement financier qui vous intéresse, partez du principe qu'il y a un enrichissement culturel et intellectuel immense à étudier la crypto et le Web3. Immense aussi à étudier l'IA. C'est-à-dire que ces deux objets-là, que ce soit le Web3 ou l'IA, c'est-à-dire une manière de stocker l'information et de nous donner un plein contrôle dedans, et une manière aussi de remastiquer de l'information pour pouvoir nous économiser plein de temps à ne pas faire des tâches répétitives, ne serait-ce que ça. Nous avons quand même deux objets, le Web3 et l'IA, qui sont passionnants. Et c'est la raison pour laquelle je suis fasciné de fait de gérer Alira, parce qu'en fait, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, on a des profils extrêmement variés, qui ont des ambitions professionnelles, qui ont des ambitions de transition professionnelle, d'amélioration professionnelle, c'est-à-dire qu'on a plein de conseillers d'investissement qui viennent chez Alira, on a plein de juges, de fiscalistes, de notaires, d'avocats, de gens de la banque, en fait, des gens dont le métier c'est de l'argent et ils se disent, si mon métier c'est la finance, la finance décentralisée fait partie de mon métier, de la même manière qu'un physicien s'intéresse à la physique quantique, un minimum en tout cas de savoir de quoi ça parle. Puis l'application de ces blockchains et de l'IA qui commencent à se corréler déjà. Bien sûr. Peuvent être applicables à tous les corps de métier, toutes les entreprises. C'est déjà applicable aujourd'hui. Alors, toutes les grandes banques, les grandes structures mondiales ont des départements qui étudient les technologies blockchain. La Société Générale a notamment la structure Forge, qui travaille sur des solutions qui existent. Il y a la banque des Lubac, où plusieurs membres de direction ont été formés chez Alira. Donc on est vraiment dans une transition qui est liée à une nouvelle manière d'écrire, de faire de l'écriture monétaire, de faire de l'écriture financière, qui est la blockchain. Et l'IA, je n'ai pas besoin de la vendre, tout le monde a bien compris à quoi ça sert. Donc vraiment, le message que je transmets, c'est on n'est jamais trop vieux pour apprendre. On a toujours le temps d'apprendre. Et donc globalement, si à un moment donné, vous avez une certaine curiosité pour vous intéresser à ça, que ça soit chez Alira, que ça soit ailleurs, que ce soit en lisant la BD ou en lisant un bouquin, je vous promets que les deux objets sont vraiment fascinants intellectuellement. Et vous en sortirez vraiment grandi. Vous verrez le monde différemment et vous aurez en tête des arbres de pensée et des solutions que vous ne soupçonniez pas et qui peuvent vous changer vraiment le monde. Aujourd'hui, ces technologies-là commencent à changer le monde. Elles sont même paradoxalement de plus en plus transparentes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions qui sont utilisées bancairement, qui utilisent la blockchain et personne ne le sait, mais ça marche très bien. Donc il y a vraiment ce point-là qu'il faut prendre en considération. Donc étudiez ces objets-là, lisez Alice, lisez n'importe quel livre, mais ne restez pas sur le principe de « c'est pas fait pour moi ». Quand j'ai formé dans les universités pour les technologies d'Internet, j'avais géré les C2I en 3e année à la fac. C'est moi qui ai mis ça en place dans ma fac. Donc les certificats d'Internet et d'informatique. J'ai connu des gens qui m'ont dit « Oh, l'ordinateur, l'informatique, le téléphone portable, c'est fait pour moi ». Ils ont fini par le faire. Et en fait, il y a des centres d'intérêt. Vous ne faites pas l'impasse parce que de toute façon, tôt ou tard, vous irez. Donc, autant y aller quand il y a des opportunités à saisir. Voilà, ça sera un peu ma conclusion. Eh bien, merci Daniel. Donc, en effet, si vous êtes curieux, même si vous ne voulez pas investir, mais que vous y pensez, que vous voulez vous intéresser et apprendre la blockchain, le Bitcoin, n'hésitez pas à vous procurer Alice au pays des cryptos. C'est aux éditions du Faubourg, disponible à la Fnac, sur Amazon, j'imagine, chez tous les bons... C'est tous les bons libraires. N'hésitez pas aussi, si ça vous intéresse, à aller sur le site d'Alira pour découvrir cette école blockchain et IA, si vous avez une idée de reconversion ou si vous êtes intrigué par ce monde. Et évidemment, n'hésitez pas à feuilleter Le Revenu dans tous les bons kiosques. Hors série, en ce moment, le guide bourse, où on parle un petit peu de crypto-monnaie. Alors, pas dans le guide bourse, mais dans le numéro de janvier,
Avis de tempête sur votre argent, vous avez quelques pages quand même consacrées à la crypto-monnaie, puisque le revenu en parle évidemment. Et c'est pour ça que l'on a reçu Daniel aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était Merci pour passionnant. l'invitation. Et à bientôt. Bonne continuation. Merci beaucoup.